Pourquoi on dit merci ou s'il te plaît à ChatGPT? Pourquoi on parle à une IA comme si c'était une vraie personne? C'est simple. Dès qu'une machine parle comme nous, on oublie que c'est une machine. Et sans même s'en rendre compte, on lui attribue des émotions, de l'intention et parfois même de l'empathie. L'IA devient un confident, un conseiller, un ami. Et ce glissement-là, c'est exactement ce qui rend son UX si différent et parfois si inquiétant. Alors, comment on crée une IA qui rassure sans manipuler? Comment créer une expérience qui rassure sans tromper? Et comment éviter que les gens croient aveuglément ce qu'elle dit? Dans cet épisode, on reçoit Yann Lebeu, qui est co-founder et AI lead chez Yux, pour décrypter la psychologie derrière l'IA, entre la personnalité, le ton, les biais, les hallucinations, et même notre propre rapport émotionnel aux machines. Salut à tous, encore bienvenue, content de vous retrouver dans un nouvel épisode de Steak. Alors rien n'a changé comme d'habitude, programme passionnant, invité passionnant. Aujourd'hui on va parler d'un domaine qui me fascine, donc que je ne connaissais pas, que j'ai découvert durant nos échanges justement, donc c'est l'UX de l'IA. Alors pour en parler, on a Yann Lebeu, qui est co-founder de Yux, c'est ça? C'est ça. Et AI Lead. Donc Yann, Yep. merci d'être là, bonjour. Merci à toi, c'est un plaisir. Je vous ai suivi depuis quelques mois. Bravo pour le boulot et ouais, super content d'être là. Merci beaucoup, merci. Alors on va attaquer, on va parler de parcours. Donc tu me diras, tu vas revenir sur ton parcours. Mais ce que j'ai constaté, c'est que tu as fait un petit switch. Donc au début, tu faisais de l'UX classique, je dirais. Maintenant, tu fais de l'UX de l'IA. Donc qu'est-ce qui a motivé ce switch-là? Oh, alors, ouais, et le parcours, je pense que notre parcours est même avant ça. Pour vous donner juste le contexte, donc, moi, ça fait quoi, il me paraît une quinzaine d'années que je suis au Sénégal et j'étais dans un incubateur de start-up quand je suis arrivé au Sénégal qui s'appelait le CETIC avec un monsieur qui s'appelle Omar Cissé qui est maintenant à InTouch. Et en fait, au bout de 4 ans, un des constats qu'on fait avec différents amis, c'est qu'il y a des super bons ingénieurs mais finalement pas assez de designers et pas assez de recherche qui est faite. Et donc finalement, on code rapidement des solutions, mais qui sont peut-être pas adaptées à notre contexte. Et on se dit, bah ouais, mais il y a une série de méthodologies qui existent. Ça s'appelle User Experience Design, User Experience Recherche, donc UX Design, UX Research. Yeah. Et on commence à faire des ateliers pour la communauté de formation en dehors de nos boulots respectifs. Et on fait ça donc en 2016, pendant quasiment 1 an, et au fur et à mesure, la communauté grandit. Alors au début, c'est tout petit, on était genre 5 au premier meet-up, on était 10 au deuxième, donc c'est pas, tu sais, la croissance exponentielle. Mais en fait, au bout d'un moment, tu as 20-30 personnes qui viennent, et notamment des gens de Orange, des gens de InTouch, qui commencent à nous dire, ok, ça c'est un problème qu'on a vu nous aussi, est-ce qu'on pouvait faire de la consultance? Et c'est comme ça qu'on a monté Yux. En fait, à la base, c'était pas une boîte, et on l'a monté petit à petit avec Daniel Loco, qui est designer, et Camille Kramer, qui est aussi designer. Et donc, on monte cette société, et au départ, la demande, elle est beaucoup sur le UX/UI. Donc, en gros, créer des interfaces, des produits digitaux dans différents domaines, télécom, fintech ou autres, pour qu'ils soient bien adaptés à un contexte particulier. Et en soi, on n'a pas besoin de faire beaucoup de recherche, ou en tout cas, on ne nous donne pas l'occasion de faire beaucoup de recherche parce que le but, c'est de livrer des écrans le plus rapidement possible. Donc, beaucoup de pression à InTouch, à Orange, mais c'était chouette parce qu'on bosse sur les premières versions de Orange Money qui marchaient plutôt bien. Et voilà, il y avait des très bonnes dynamiques dans ces différentes boîtes. Et puis encore, un grand merci à InTouch parce que c'est InTouch qui nous donne notre premier contrat récurrent où tous les mois, on joue le rôle de leur équipe produit. Et en fait, petit à petit, notamment, on est sollicité pour accompagner Orange en Côte d'Ivoire. On commence à se développer là-bas. Et on est sollicité, je pense, la première fois en Zambie. De toutes les danses. Ouais. Pourquoi les Zambiens nous recherchent? On postule à un appel d'offres, on est pris. Très surpris d'être pris. Et en fait, il y avait une partie UX/UI, mais c'était surtout faire une recherche pour voir comment des agriculteurs allaient utiliser une interface digitale du nouvel app. Et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. Et en fait, je pense que nous, dans notre métier, ce qui est difficile, c'est bien sûr de comprendre les interactions et le UX, mais en fait, c'est en amont, il va falloir passer du temps à comprendre les gens. Bien sûr. Et en fait, c'est ça qu'on a commencé à développer. Et plus on l'a développé, plus on a commencé à avoir des marchés, notamment en Afrique anglophone. Assez peu en Afrique francophone. Mais finalement, on a commencé à bosser avec Vodacom en Tanzanie, MTN au Rwanda, MTN au Ghana. Et en fait, c'est comme ça qu'on a structuré des équipes dans ces différents pays et qui finalement nous ont poussé à être aujourd'hui une boîte beaucoup plus axée sur la recherche. Et la recherche veut dire beaucoup de choses, mais nous, en gros, c'est recherche en user experience. Et finalement, c'est un petit peu inspiré des sciences sociales. Donc, les profils qu'on va avoir dans notre équipe aujourd'hui, on est à peu près une quarantaine répartis dans différents pays. Mais ça va être surtout des profils finalement comme des sociologues qui font passer beaucoup de temps, sociologues, psychologues exactement, passer beaucoup de temps à essayer de comprendre les gens, leurs besoins, leurs préoccupations
Et à la suite de ça, on va imaginer avec les designers les services qui sont les plus adaptés. Et donc, en fait, pour te parler de Switch, en fait, ça, c'était déjà le premier Switch. Donc, il y a eu 2 Switch, en fait. Il y a eu deux Switch majeurs. Et je pense que le premier vers la recherche nous a été profitable parce qu'on est passé d'une boîte de 10-12 personnes à une boîte à un moment de 50 personnes dans 7 pays. Et c'est là-dessus, tu vois, qu'on a eu des contrats récurrents avec Google, avec TikTok, avec Meta. Donc, on est le partenaire de recherche UX de Google en Afrique. Okay. Mais on travaille aussi avec Meta, TikTok, Wikipédia, avec qui on a bossé pendant 2 ans et tout. Donc, on a fait des très beaux trucs. Mais en fait, à un moment, on voit que ces boîtes, elles arrêtent un petit peu d'investir dans la recherche pour leurs produits. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes dans la course à l'IA. Et en fait, pour elles, le game et les cartes sont redistribuées. Il faut surfer sur la vague. Exactement. Et donc, en fait, on commençait à faire quelques projets de recherche avec Google qui touchaient sur les notions de comment les gens utilisent l'IA en Afrique. Et c'est là où on s'est dit, en fait, nous, on peut continuer à étudier ça d'un point de vue utilisateur. Mais ce qui serait très intéressant, c'est si aussi on embauchait des machine learning engineers, en gros des ingénieurs IA, pour comprendre comment ça marche. Parce qu'en fait, si tu comprends pas un peu, si tu soulèves pas un peu le capot de ta voiture, tu auras beau avoir chez le garagiste, tu vois, tu vas pas comprendre les problèmes. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a fait en fin d'année dernière, début de cette année. On a commencé à recruter une équipe d'ingénieurs IA qui a fait des partenariats et des projets avec nos sociologues, UX researchers et designers. Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé un shift vers l'IA. On est toujours très fort et on continue à faire UX research, UX design, mais on a lancé une nouvelle branche IA qui, pour l'instant, ne nous rapporte pas beaucoup d'argent, très franchement. Mais le but, c'est s'assurer de comprendre quel est le rôle des designers et des chercheurs en sciences sociales dans le monde de l'IA. Un monde, et on va encore en parler, mais un monde qui est aujourd'hui très drivé par les ingénieurs. Et nous, c'était un peu ça notre frustration, c'est qu'on pense qu'il y a matière à mieux localiser les expériences, et c'est pour ça qu'on a ça. Bref, long story short, mais voilà, deux chiffres. On vous souhaite plein de succès dans cette nouvelle branche que vous avez créée. Moi, elle m'inspire beaucoup, et c'est fascinant, en fait. En me documentant, je me suis dit, c'est comme tu dis, en fait, les gens, ils focusent trop sur la partie engineering de l'IA, mais ils délaissent un peu la partie interface, la partie expérience et interaction utilisateur. Du coup, comment tu définis, toi, aujourd'hui, la différence, c'est quoi la différence entre le UX classique des interfaces et le UX de l'IA ? Qu'est-ce qui change ? Le produit est fondamentalement différent. Typiquement, on avait eu un premier shift entre le UX web, et que c'est là-dessus que le UX a commencé. En fait, c'était des gens d'un profil psychologue, ergonome, sociologue, qui se sont mis à comprendre comment utiliser le web. Après, quand on est passé sur le mobile, déjà, certains codes ont changé, mais c'était surtout les codes du UX d'une interface. Donc, ça touchait beaucoup au UI, mais le mode de fonctionnement restait à peu près le même. Sur l'IA, ce qui est intéressant, c'est que tu as toujours une interface. Ton interface, elle est bien sûr visuelle, mais peut être maintenant vocale, et beaucoup plus vocale. Donc déjà, il y a ça qui est intéressant. Et puis, l'expérience utilisateur que tu vas avoir, donc en gros, ça veut dire le ressenti d'une personne en utilisant le produit, il est énormément aussi dépendant du modèle. Alors qu'avant, il n'était pas tellement dépendant du logiciel en tant que tel, parce que c'était pas génératif, et tu pouvais le prédire. Donc à partir du moment où tu faisais des tests utilisateurs, et que la personne te disait là, le bouton il est rouge, je l'aime pas, changez-le-moi. Aujourd'hui, tu peux plus faire seulement ça sur l'IA. Donc, tu es toujours obligé de mesurer l'expérience de l'interface. Mais en fait, une grosse partie de l'expérience sur ces produits de Generative AI, surtout, est créée par le modèle lui-même. Et donc, en fait, ce que ça change pour notre domaine du design d'expérience, donc en gros, c'est les gens comme moi qui étudient et qui font en sorte d'améliorer l'expérience utilisateur, c'est que tu peux pas te contenter d'être au niveau de l'évaluation du produit et de regarder le produit et l'utilisabilité. Tu es obligé d'aller en amont à comprendre comment le modèle fonctionne et comment tu pourrais, en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de pousser, comment tu pourrais évaluer ton modèle avant de le lancer. Un exemple très concret, tu vois, c'est comment tu peux t'assurer que ton modèle n'ait pas de biais culturel, que ton modèle soit adapté à un pays spécifique, que ton modèle soit adapté par exemple au domaine de la santé. Et ça, en fait, l'avantage de l'IA, c'est que tu peux le faire, cette évaluation, grâce à des datasets, donc des jeux de données spécifiques, qui ne sont pas faits pour entraîner le modèle, mais juste pour l'évaluer. Et donc, en gros, c'est comme quand tu vois, par exemple, toi, tu fais un entraînement pendant des années en maths ou en histoire géo, et on va te faire passer un test. Et ce test, en fait, vois-le comme un dataset. Et nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup dans ce lab, c'est qu'on crée des datasets pour faire passer ces tests
aux IA sur différentes notions de normes sociales, normes culturelles, domaines spécifiques dans la santé ou l'éducation. Ok. En plus de garder notre travail sur, une fois qu'il y a le produit est là, le faire tester avec des vraies personnes. Ok. Donc, c'est disons un nouveau paradigme de test. C'est totalement un nouveau paradigme de test. Et même sur les personnes, tu vois, c'est comment tu testes un produit dans l'IA, c'est d'autres méthodes. Et donc, tu vois, là, on travaille aujourd'hui, pour donner un exemple concret, sur la notion de red teaming, qui était en fait emprunté au domaine de la sécurité, mais qui veut dire finalement regrouper quelques personnes dans une salle et essayer de hacker un système IA. Hacker dans un système IA, c'est en gros lui faire dire des bêtises. Intéressant ça. Et en fait, ça, c'est super intéressant, mais le challenge, c'est d'être très créatif et de surtout... Nous, dans notre contexte ici, c'est d'être créatif sur comment le modèle peut se tromper par rapport à notre propre contexte. En gros, comment tu peux lui faire dire des choses pas appropriées culturellement. Okay. Et donc, tu peux lui demander des choses aussi bêtes que « Hey, GPT, est-ce que tu connais le masla ?» Et dis-moi ce que c'est que le masla. Et ça se trouve, il va te dire, le masla, c'est un plat de pâtes à la sauce bolognaise. Enfin, tu vois, il va te sortir des choses comme ça. Et en fait, c'est comment tu peux tester sur des notions comme le masla, la sutura et tout ça. Enfin, comment il réagit. Ok. Tu as parlé de red teaming. En fait, c'est comme si les méthodes de test échangent. On a de nouvelles méthodes pour tester les interfaces grâce à l'IA. Donc, il y a red teaming. Il y a un autre concept dont on parlait quand on échangeait un mail, c'est le diary studies. Ouais. Donc, ça consiste en quoi? Ouais, le diary study, il est très intéressant parce que le red teaming va te permettre d'être très créatif et de rentrer en profondeur dans des défauts de ton IA, mais tu ne peux pas le faire à grande échelle. Donc, tu ne peux pas faire un red teaming avec 1000 personnes. Ouais. Ça te coûterait trop cher. Et donc, tu as besoin d'autres méthodes pour, d'une, le faire avec plus de monde, parce que c'est dans l'IA, ce qui est important, c'est aussi la représentativité, tu vois, d'autres gens, d'autres différents groupes, régions, aisance digitale, et aussi sur plus longtemps. Parce qu'une IA, en fait, toi-même tu l'as remarqué, parfois tu vas lui poser une question et tu es content, mais en fait, c'est toutes les questions qui te viennent au quotidien, notamment quand on va parler d'IA dans la santé, d'IA dans la santé mentale. En fait, si tu t'es juste sur une journée, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, en gros, tu as besoin d'une méthode, et c'est ce qu'on appelle, nous, le diary study, qui est, vois-le comme un journal. Tu sais, comme quand tu écris un journal tous les soirs. Et bien, en fait, un diary study, c'est exactement ça, sauf que nous, on a des outils et des méthodes maintenant pour l'admettre en ligne à une grande quantité de gens et sur plusieurs jours. Donc, on avait fait un case study avec Google là-dessus l'année dernière où pour 1000 personnes dans 3 pays, on leur avait demandé 5 fois par jour 5 types de questions. Et ça, c'est super intéressant parce que tu vas pouvoir examiner l'expérience de plein de gens, mais aussi sur le long terme, ou en tout cas sur un moyen terme. Et en fait, dans l'IA, c'est ça qui est important parce qu'on a besoin de données qui nous indique pas seulement comment les gens sont contents sur le moment clé, mais un petit peu dans la longueur, pour essayer d'anticiper l'impact potentiel. Et bien sûr, les dangers potentiels, notamment quand on parle de santé ou autre. Quoi. Ouais, intéressant. En fait, c'est plus... Donc, on ne teste plus, parce que l'IA, comme tu dis, elle est plus probabiliste, on n'est plus dans une logique déterministe. Du coup, dans la journée, tu peux lui poser une question aujourd'hui, tu lui poses la même question demain, et la réponse est changée. La réponse est changée, ça se trouve toi-même, ta perception, et d'ailleurs, c'est ça pour ça que ces outils sont intéressants, c'est que toi-même, tu évolues avec la technologie. Et donc, en fait, donc on essaye de voir quelles sont les métriques, donc en gros, quels sont les bons indicateurs qu'on doit mesurer. Tu vois, est-ce qu'on doit mesurer... bien sûr, la précision de la réponse, mais nous, on veut introduire des nouveaux indicateurs sur la pertinence culturelle, sur tu vois, à quel point le ton est adapté. Par exemple, on discute beaucoup de ça, nous, dans notre équipe multiculturelle, mais entre un Nigérian, un Ghanéen et un Sénégalais, la notion de politesse est totalement différente. Et on le voit au Sénégal, on est très poli. Il faut quand même faire pas mal de temps à dire bonjour, comment ça va. Au Ghana, c'est exactement pareil, mais au Nigeria, pas du tout. Et donc, en fait, d'une certaine manière, dans certains cas, quand tu as envie de créer la confiance avec ton IA, tu auras peut-être besoin de ça. Mais on étudie aussi à quel point c'est trop. Parce que ce qui est dangereux dans l'IA, et nous on pense qu'il est dangereux, c'est quand l'IA se fait passer pour un être humain. Et donc en fait, nous on a beaucoup de questions là-dessus, tu vois, à quel point une IA doit être vraiment comme un humain ou pas. Et je pense que c'est une question très fondamentale derrière notre travail, parce qu'en fait on essaye de comprendre comment bien adapter ces technologies à nos contextes africains. Mais aussi, est-ce qu'on n'ouvre pas une sorte de boîte de Pandore, en gros? Est-ce qu'on n'ouvre pas la brèche pour que finalement, on soit encore plus globalisé? Ça, c'est un grand débat, mais bon, on a fait le choix de sauter dans le train parce qu'on pense que c'est la meilleure manière de défendre les cultures, mais c'est un choix c'est une guerre qui n'est pas finie, quoi. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est comme si vous créiez un benchmark
Adapté à nos réalités locales. Ouais, c'est exactement ça. Un benchmark et des méthodologies. Et encore une fois, il y a 2 niveaux d'évaluation. Le premier, c'est sur le modèle. Donc là, c'est fait par les ingénieurs IA avec des bons datasets. Mais la difficulté, c'est de trouver ces bons datasets. Et le deuxième niveau, c'est les méthodes que tu vas adapter pour tester avec des vrais humains. Mais mine de rien, cette partie avec les vrais humains, plein de gens dans l'IA ne le font pas. Nous, on était à Indaba, tu sais, qui est une grande réunion de l'IA. Très peu de gens ont fait des tests avec des vraies personnes. Donc, ce qui est un peu inquiétant, parce qu'aujourd'hui, on est encore très drivé par la recherche. Les gens ont des financements, ils lancent des modèles, mais on n'a pas encore vraiment lancé, testé sur les vraies personnes. Donc intéressant. Mais du coup, en fait, là, je me pose, est-ce qu'il y a un moyen donc de définir c'est quoi une bonne UX? Est-ce que tu peux donner un exemple d'une IA qui a une bonne UX aujourd'hui? Non, après, en soi, celle qui marche. Il n'y aurait pas autant d'utilisateurs sur ChatGPT, sur Gemini, si ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, tu vois les améliorations qu'ils font. Par exemple, au départ, ils ne te donnaient pas les sources. Avoir une bonne UX, c'est une IA qui est transparente. Et on a remarqué que si l'IA n'était pas transparente, ça faisait diminuer l'adoption. Donc, avoir une bonne UX, oui, il faut qu'elle soit transparente. Avoir une bonne UX, c'est une IA qui te donne peut-être plusieurs choix ou plusieurs orientations. A priori, c'est une IA qui te fait travailler. Ça, c'est encore débattu, mais typiquement, c'est beaucoup débattu dans l'éducation. Est-ce qu'une IA doit juste te donner la réponse ou doit te faire réfléchir pour que tu ailles plus loin? Et tu vois, maintenant, beaucoup de ChatGPT ou Gemini te reposent une question. Tu vois, par exemple, si tu vas lui poser, tiens, quel pourrait être le nom de ma boîte? Il te donne un truc et tout de suite, il va te redemander, est-ce que tu penses que ce nom est adapté à ton contexte? Il y a ce genre de choses qui sont des standards qui commencent à émerger, mais d'une certaine manière, un des gros manquements, c'est qu'il n'y a pas de benchmark assez standardisé au-delà des benchmarks de performance. Donc, on va pouvoir tester la latency, en gros, la vitesse de réponse de ces modèles et d'autres critères très basés sur la performance, mais il n'y a pas de standardisation des benchmarks sur une localisation culturelle. Donc, en gros, tu n'as aucune manière d'évaluer si... Pour le Sénégal, aujourd'hui, le meilleur modèle serait OpenAI ou Gemini. Et nous, c'est ce qu'on a envie d'essayer de construire. Et avec d'autres gens, avoir une discussion en se disant est-ce que ce benchmark, a priori, est bon ou pas. Et la deuxième chose, c'est comment on améliore nos méthodes de test avec les vraies personnes. Et là encore, il y a plein de... Et on est dans un monde où il n'y a rien de standardisé. C'est vrai, j'imagine. Et c'est quoi les projets sur lesquels vous travaillez actuellement dans votre lab IA chez Yux? Je naviguais récemment sur le site, j'en ai vu plein. Donc, je pense qu'il y en a 2 qui m'ont sauté à l'œil, c'est Nakala et Afristeo. Donc, est-ce que c'est les seuls? Non, c'est les 2 plus gros. Alors, pour te remettre dans le contexte, on a commencé à bosser sur des projets clients, notamment avec Google, mais aussi avec Gates Foundation, une boîte qui est super cool, qui s'appelle Dimagi, sur différents projets où nous, on les aidait à tester différentes choses, ou en tout cas faire de la recherche sur l'IA. Mais c'est que au début de cette année, qu'on a embauché nos équipes d'ingénieurs, on a commencé à faire différents projets. On en a fait, je pense, 5 au départ. Un premier, c'était en interne, un chatbot basé sur du RAG. Donc, tu sais, c'est une technique qui te permet, avec ta propre documentation, de dire à une IA de générer des réponses, mais que basées sur ces données. Ce qui est très commun dans le monde business. Nous, on l'a fait parce qu'on voulait un chatbot qui puisse permettre à nos employés de mieux comprendre tous nos projets passés. C'est ce qui est souvent très difficile en agence. Tu as une nouvelle recrue et il n'a aucune idée de ce que tu as fait il y a un an, et donc c'est un petit peu compliqué. Et de 2, on s'est dit, est-ce que ce chatbot peut devenir aussi un bon coach en termes de méthode de design? Et donc, on a fait ça sur méthode RAG. C'est plutôt pas mal. On a écrit un article, mais on l'utilise assez peu et on ne l'a pas poussé au grand public. Donc, en gros, celui-là, mis en stand-by pour l'instant, mais ça nous a permis d'apprendre c'est quoi RAG, comment ça se fait, les outils qui te permettent de bien le faire. On a fait 2 études assez classiques dans notre domaine qui étudiaient les usages des gens. On en a fait une sur la confiance. En gros, ce qu'on appelle un peu une étude sur le UX de l'AI, justement, qui est juste une enquête et des interviews de gens pour comprendre comment les gens font confiance ou pas et dans quel cadre. Tu vois, par exemple, ça nous interrogeait dans des études avec Google qu'on a fait que les gens, même pour des questions de santé, font confiance à ChatGPT. Et enfin, c'est effrayant, moi, je trouve. Très effrayant. Et même pour la santé mentale, pour ce genre. Donc, en fait, ça nous a suscité pas mal de questions. Donc, ça, c'est une étude. On devrait la publier dans 2-3 semaines, Inch'Allah. Autre étude qu'on a fait, qui est justement spécifiquement sur l'usage de l'IA pour la santé mentale. En gros, en termes un peu de thérapeute, de psychologue. Et pour nous, on pense que c'est utile, notamment dans des cultures où on a beaucoup de tabous autour du fait d'aller voir un psy. Et en fait, on voit l'adoption est super importante. Et de 2, on veut le voir avec la lentille, le focus de la religion. Parce que quand tu parles à des gens de santé mentale
Et on a fait l'étude sur Ghana et Sénégal. Hein. Dans les deux pays, personne dans leur comportement actuel vont te dissocier la santé mentale de la religion. En fait, dès que tu vas parler à des proches, eh ben, en général, on va te dire va voir ta communauté, va voir ton prêtre, va voir ton imam. Donc, en fait, et surtout, va te référer à telle ou telle partie d'un texte. Et en fait, aujourd'hui, dans l'IA, c'est pas du tout traité comme ça. Tu vas poser une question sur ta santé mentale ou un problème que tu as à ChatGPT, il va avoir une réponse scientifique, comme un Américain aurait. Comme un docteur. Comme un docteur aurait. Et en fait, on s'est demandé, tu vois, s'il y avait un manquement et au En fait, ça, c'est une autre étude qu'on va publier pareil dans normalement quelques semaines, qui analyse l'usage de l'IA, mais avec l'optique de la religion. Dans l'idée de pouvoir dire à des gens, si vous faites des chatbots sur la santé mentale, sur l'accompagnement des gens, peut-être tu dois fournir au moins les deux options. Je ne dis pas que l'une option est meilleure que l'autre, mais à mon avis, dans des contextes comme le nôtre, une personne devrait avoir le choix. Donc ça, c'est les études. Ensuite, on a fait du coup à Free Stereo, on peut revenir dessus, Nakala, qui est donc sur le fine-tuning du Wolof, mais pour le domaine de la santé. Et là, on fine-tune d'autres modèles et on développe une plateforme pour aider des chercheurs comme nous à pouvoir faire la transcription d'interviews de santé. Donc, c'est vraiment spécifique au domaine de la santé. Et aujourd'hui, voilà, on commence d'autres sujets, mais plus sur les méthodes de test, comme je te parlais tout à l'heure. Donc, voilà. Et en fait, j'ai l'impression que pour l'Afrique, le premier pas vers le UX design, c'est le fine-tuning, comme tu as dit. Donc, en quoi le fine-tuning est une étape cruciale pour nous, Africains? Par exemple, parce qu'on a des modèles comme Whisper de OpenAI qui ne sont pas du tout adaptés à nos réalités, à nos langues locales. Du coup, comment faire pour que ces modèles-là soient reflétés dans nos réalités locales? Comment vous faites? Je pense que c'est d'ailleurs même une question intéressante, hein, parce que je pense que oui, ces boîtes-là vont tellement vite et font des modèles. Il y a même Meta qui a sorti récemment, il y a quelques jours, un modèle là, qui est juste super bon. Ils prétendent 1000 langues et quelques, et effectivement, ils sont. Et donc, en fait, leur capacité, vu le nombre de données auxquelles ils ont accès, leur capacité à faire des modèles bons est énorme, et ils vont les faire de moins en moins coûteux et j'espère de moins en moins lourds. Mais il y a quand même une logique. Est-ce que sur le continent, on doit créer nos propres modèles, LLM ou surtout SLM, donc en gros des petits modèles et même après des modèles locaux sur de la reconnaissance ou la synthèse vocale? Oui, a priori, il y a quand même peut-être un besoin, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Nous, on a pris le parti pris de se dire, est-ce que on a déjà une communauté de gens qui travaillent dans les langues locales, et notamment des communautés comme Masakan, comme Deep Learning Indaba. D'ailleurs, on lance une channel autour du design responsable et d'évaluation des IA avec Masakan. Mais en gros, il y a déjà des communautés qui font un boulot énorme sur les voix. Par contre, je pense beaucoup de ces communautés ou beaucoup de ces travaux sont de manière assez généraliste. Donc, ils enregistrent pas mal de voix, mais pas dans des domaines spécifiques. Et nous, on s'est dit, essayons d'évaluer, voir si ces modèles-là marchent bien et surtout après de fine-tuner. Et c'était pour nous, pareil, une expérience pour savoir finalement combien de temps, de ressources ça prend de fine-tuner un modèle sur un domaine spécifique pour une seule langue. Et bien sûr, ça dépendra des modèles et des langues, c'est ça la réponse. Mais surtout, quelles seront les meilleures méthodes. Et donc, en fait, on l'a fait pour le Wolof. Donc, Nakala, c'était un projet qui a commencé sur le Wolof, où on s'est dit, est-ce qu'on peut prendre les modèles que la communauté ou que Whisper ou autres ont déjà développés pour le Wolof et de l'améliorer seulement sur le domaine de la santé, et d'ailleurs un petit peu particulièrement la santé maternelle et la santé de la reproduction. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu toutes nos équipes de chercheurs en sciences sociales qui ont beaucoup travaillé dans le domaine de la santé, donc ils connaissent très bien ce domaine-là et les termes en Wolof, qui ont créé une liste assez grande de 250 mots. Sur la base de cette liste, on a créé des phrases et on a enregistré chacune de ces phrases en qualité studio. On a entraîné le modèle, on a vu que ça marchait bien pour le domaine de la santé, donc on développe des indicateurs pour mesurer la connaissance du modèle sur le domaine de la santé. Mais aussi de manière générale. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu que tu lui donnes des audios de qualité, le modèle aussi s'améliore de manière générale. Ce qu'on fait maintenant sur Nakala, c'est qu'on va enregistrer aussi des datasets de situations réelles. Donc en fait, tu as la qualité studio, comme on a là, et ça c'est l'idéal pour entraîner parce que c'est très pur. Mais en fait, ça te donne un score, ce qu'on appelle le Word Error Rate ou Character Error Rate, donc WER. Mais en fait, ce score, il est un peu théorique parce que c'est comme si tu mesurais la capacité d'un shooter NBA quand il est tout seul en salle. C'est différent du match. Dans les conditions réelles, c'est différent. Et Steph Curry, je pense qu'il ne serait pas loin de 100%, mais là, en match, il est à 40%. Quoi. Et en fait, c'est pareil pour une IA. Il nous faut des datasets qui nous permettent d'évaluer dans un contexte un peu plus réel.
Et donc, en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre des voix en demandant aux gens, de manière crowdsourcée, de ne pas tellement faire attention à leur intonation, à la vitesse à laquelle ils parlent et au contexte derrière. Donc, bien sûr, ce n'est pas des données, je pense, très utiles pour l'entraînement, mais pour de l'évaluation, donc ça, c'est la phase de Nakala. Et voilà. Et en fait, tu as parlé d'intonation. Ça m'a rappelé le plus gros défi avec nos langues. Je pense que c'est le code switching. C'est le fait qu'on utilise d'autres langues dans français, wolof, etc. Et plus aussi l'intonation. Donc, comment vous gérez ces problèmes-là dans le modèle? On a eu ça. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, et même au-delà de ça, la manière d'écrire. Parce qu'aujourd'hui, tout cet entraînement du speech recognition se fait en écrivant le texte, Wolof. Et nous-mêmes, nos 3 chercheuses qui sont wolophones, sénégalaises dans notre équipe avaient des manières différentes d'écrire les mots, comme tout le monde un petit peu. Et rien que ça, on a dû standardiser et s'entendre, pas tellement sur la vraie manière, mais en fait, quelle manière on prend. Parce qu'au final, il faut juste définir une manière que tu prends. Donc, il y a ça. Et oui, et après, le code switching, ce qu'on a remarqué, nous, c'est notamment dans le domaine de la santé, en faisant des recherches, on fait pas mal de recherches dans le domaine de la santé de manière générale. Et on a remarqué que selon les régions du Sénégal, certains termes sont prononcés différemment ou même sont un mot totalement différent. Dans lequel, surtout quand tu vas dans d'autres régions, tu as un mix de Wolof et de Diola. Et donc, tu vas avoir ce genre de choses. Donc, on doit le prendre en compte. Et idéalement, effectivement, tu enregistres des phrases qui sont le plus représentatives possible de ce code switching. Quoi. Et est-ce que ça coûte cher de faire tout ça? Ouais, je pense. J'avoue que nous, c'est purement self-funded, donc on n'avait pas beaucoup mesuré, peut-être notre erreur. Mais en fait, pour nous, c'était surtout les gens en interne et on a rémunéré des gens pour faire cette data collection. Tu vois, des gens qui vont faire du data annotation ou data collection, donc ça, on rémunère. Mais je pense, rien que sur Nakala, pour fine-tuner une langue sur un domaine seulement, ça nous a pris au moins 3-4 mois de boulot. Quasiment temps plein d'un ingénieur IA et au moins 2-3 personnes mi-temps qui sont les chercheurs. Donc, ça prend du temps. Beaucoup de temps. Ça prend du temps. Et en fait, ce qui est frustrant, c'est que tu vas bosser, et puis ça se trouve, 2 semaines après, Meta sort son dernier modèle et il est meilleur que toi. Et en fait, tu as très peu de business model tout de suite derrière. Donc, nous, je pense qu'on l'a fait aujourd'hui avec une grande volonté d'expérimentation et on va continuer nos efforts dans la voie, mais on est aussi conscient qu'il faut qu'on fasse des efforts dans d'autres types de domaines, quoi. Et dont à Free Stereo, par exemple, les biais culturels, ce genre de choses. Quoi. En fait, celui-là, il m'intéresse beaucoup parce qu'à Free Stereo, vous avez fait une étude sur plus de 1000 stéréotypes. Donc souvent, vous avez trouvé que certaines ethnies sont plus, comment dire, étiquetées sur le fait de, par exemple, elles sont plus associées à l'argent, d'autres sont associées au fait d'être bruyants. Donc comment et ça reflète la réalité en fait. Donc même les gens d'habitude, certaines ethnies, on les considère comme très bruyantes, très peut-être pas propres, etc. Donc comment vous nettoyez ces biais-là pour rendre l'expérience plus sûre? Alors et ça, la notion de nettoyage, elle est hyper sensible parce que je pense pas qu'on puisse vraiment nettoyer. On peut mitiger. Je pense que c'est vraiment le mot. Et aujourd'hui, nous, on n'est qu'à une étape d'évaluation. Je pense que le premier travail qu'on a fait avec Free Stereo, d'ailleurs est le premier travail à faire dans l'IA, c'est déjà pouvoir évaluer. Parce qu'en fait, tu ne peux pas soigner si tu n'évalues pas. Et donc, en gros, on a fait un dataset d'évaluation sur les stéréotypes culturels au Sénégal, au Kenya, au Nigeria. Et notamment, les stéréotypes culturels, ils peuvent avoir un impact néfaste. Typiquement dans l'éducation, imagine, tu vois, tu es d'un groupe démographique, d'une ethnie, d'un genre qui est supposé être moins intelligent. Ça se trouve, ton IA va s'adapter à toi. Autre cas, par exemple, on a vu qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont liés à la relation avec l'argent. Donc typiquement, les Kikuyu au Kenya qui sont très bons dans le business et les Yoruba qui dépensent beaucoup. Mais imagine, tu as un algorithme de credit scoring qui, dans différentes interactions que tu lui as données, sait que tu es Yoruba ou Kikuyu. A priori, il peut avoir un biais sur la manière dont il va te donner ça. Pareil dans la santé, tu as certaines ethnies qui ont des proportions, soit par exemple des clichés autour de l'alcool, autour du sucre, autour du manque de sport. Et en fait, tout ça, tu peux te dire, imagine demain, tu as un outil de diagnostic et sans le savoir, toutes ces données, parce que même les constructeurs d'IA ne savent pas les données qui sont dedans. Et donc, ça se trouve, ça. Et donc, en fait, nous, le but, c'était d'abord de faire un dataset qui te permet, notamment pour les modèles assez mainstream et certains open source sur lesquels on a pu tester, de savoir quels sont les biais. L'idée derrière, c'est qu'aujourd'hui, imagine, tu es un développeur, tu veux développer ton chatbot pour l'éducation, pour la santé. Au moins, tu peux à peu près choisir celui qui est le moins pire. Et je dis moins pire parce que tous, finalement, il y a des biais et autres. Et donc, en fait, on a créé un dataset, on a demandé à des gens, de manière très ouverte,
de nous dire quels sont a priori les stéréotypes que tu vois autour de toi. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils en sont victimes, ça ne veut pas forcément dire qu'ils pensent que c'est vrai ou pas. Et d'ailleurs, aucun stéréotype n'est vrai. On avait ce débat dans l'équipe. Oui, non, mais si, ça c'est vrai, les Yoruba, ils parlent fort. Mais non, c'est juste un stéréotype. C'est une généralisation. Et bien sûr, certains de ces stéréotypes sont marrants, mais d'autres peuvent être très, très néfastes. Et on a de la chance au Sénégal. Il y a de la paix entre les groupes, entre les ethnies. Mais t'imagines dans des régions d'Afrique où il y a eu plus de tensions et que tu fais rien dans différents algorithmes ou différents chatbots pour mitiger ce genre de choses. Donc il y a un risque. Et comme au tout début d'ailleurs, où les IA étaient très mauvaises à reconnaître des visages de personnes noires, des visages de femmes, où tout de suite quand tu vas leur parler et que tu leur dis que tu es une femme, ils vont adapter son comportement, enfin ce genre de biais. Et bref, et donc oui, on a fait cette collection de stéréotypes, mais qui pareil pour nous est une manière d'explorer comment tu crées un dataset d'évaluation. Demain, et là encore aujourd'hui, on est en train de créer des datasets d'évaluation sur d'autres dimensions. On fait un dataset d'évaluation sur les normes sociales pour la santé au Nigeria, les normes sociales pour la santé au Sénégal. Donc tu vois, comme ça, en fait, tu n'auras pas juste une manière d'évaluer une IA, mais tu auras différents datasets qui, en fonction de ton use case en tant que chercheur, tu pourras faire tourner et évaluer. Et moi, là, j'ai du mal à fixer la place du UX engineer. Finalement, est-ce qu'il devient data engineer parce est-ce qu'il doit vérifier la qualité des données avant d'entrer le mode? Ouais, non, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense d'ailleurs tous les rôles avec l'IA vont énormément changer. Je vois un petit peu notre rôle comme quand tu auras ton prompt engineer, donc le gars qui va donner au système les différents prompts pour s'améliorer. Lui, il va avoir besoin de données. Et je pense qu'il aura besoin de différentes données, en gros des données de terrain collectées avec des vrais gens, un peu ce qu'on partageait, mais aussi à mon avis des évaluations du modèle directement. Et le UX designer dedans, je pense que son métier va drôlement changer. Nous-mêmes, on n'a même pas commencé encore à décomposer ce que ça peut être. Je pense que, et d'ailleurs, c'est pas tellement une question, je trouve, de que devient le UX designer, que devient un tel. En fait, c'est plus de quoi on a besoin. Et puis après, on mettra nos titres. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que de vouloir protéger son truc en disant non, nous, les psychologues, les designers, on était là et donc on protège. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'IA, tout le monde a peur de perdre son job. Donc tout le monde est dans une logique de protection de son périmètre. Et les juristes, les avocats, les médecins, tout le monde dit non, nous, c'est différent. Mais en fait, je pense nous, en tout cas, notre posture est plus d'être dans une réflexion de quoi on a besoin. On le fait. Et on verra ensuite comment on appelle ce job si jamais il y a un job. Ok. Donc en fait, c'est pas le moment de définir les rôles selon toi. Ouais, je pense que c'est important de définir ce qui est utile de faire et quelle méthode on doit faire pour rendre ces IA utiles, adaptées. Tu vois, je pense que nous, le grand leap of faith, tu vois, le saut de je sais pas comment on peut dire, mais en gros, on part sur un postulat, sur une croyance qui est que les gens vont vouloir des expériences d'IA localisées. Mais ça se trouve, c'est pas vrai. Ça se trouve, des gens n'auront rien à faire. Et je pense, d'une certaine manière, ça marche pas toujours la localisation. Parfois, les gens n'ont rien à faire, ont juste besoin de parler avec un chatbot. Et puis, en fait, le risque, c'est qu'au fur et à mesure, les gens oublient même... Enfin, tu vois, il y a un effet d'entraînement. Et c'est pour nous le grand risque de la globalisation, parce que là, on n'a que 1 ou 2 ans de recul sur ces outils, mais t'imagines dans 10 ans, si ces outils n'ont jamais appris à connaître nos cultures et qu'on parle la plupart du temps avec eux, est-ce que nous-mêmes on connaîtra encore nos cultures et de manière bien sûr non stéréotypée, parce qu'on n'a pas envie qu'ils nous disent « Ah oui, les Sénégalais, super, le Thibaudienne ». Enfin, tu vois, et de résumer tout un peuple à un plat. Et c'est vrai. En fait, mais comment on va, selon toi, parce qu'en dehors des biais, il y a aussi l'autre problème, c'est les hallucinations. Donc moi, j'ai l'impression que l'IA, elle a peur de dire qu'elle ne sait pas. Donc, comment on lutte contre ces problèmes-là? Est-ce que c'est possible de les éliminer ou plutôt de les mitiger, comme tu as dit tout à l'heure? Ouais, je pense que tu peux les mitiger. Et ça, d'ailleurs, c'est pareil, c'est dans ton système engineering. Mais vu que c'est probabilistique, une IA, elle ne pourra jamais dire qu'elle ne sait pas. Elle pourra éventuellement te dire le score qu'elle a de sa probabilité. Et ça, déjà, ça nous serait très utile. Mais en fonction de ce score qu'elle peut calculer en interne, qui d'ailleurs est rarement communiqué pour des trucs de user experience. Mais maintenant, comment est-ce qu'ils font? Ils te fournissent une série d'options. Et tu choisis. Un petit peu comme dans le cas je parlais sur la santé mentale. Aujourd'hui, ce qui serait vraiment pratique ou utile, et je pense à adapter, c'est que ton IA te donne une réponse, mais elle te donne une réponse peut-être scientifique, et elle te dise oui, mais aussi pense à regarder les textes, parce que les textes disent ça et ça et ça.
Et donc, en gros, tu vois, te donner une série d'options. Et je pense, dernière chose, te poser une question. Genre, est-ce que tu penses que ça, c'est adapté? Donc, et en fait, après, laisser l'utilisateur le faire. Nous, on réfléchit à pas mal de choses qu'on pourrait créer en plugin pour évaluer, pour que les gens puissent laisser des les avis sur feedbacks. différentes choses. Bien sûr, ça, on aura du mal à l'intégrer dans le chat GPT Ouais, demain. Mais par contre, pour tous les autres qui développent un chatbot, ça, éventuellement, peut-être sera intéressant. Tu vois, un peu comme à l'époque, il y avait sur les sites web un petit plugin que tu ouvrais qui te posait des questions sur le UX. Ouais. Et tu réponds. Au final, peut-être juste 5-10% des gens le remplissent ça, mais sur la quantité, ça te Ça donne fait des beaucoup, infos ouais, ça intéressantes. devrait te donner. Ok. Mais pourquoi je me dis, les grandes boîtes, elles ne le feront pas aujourd'hui? Parce qu'il y en a peu qui le font. ChatGPT, j'ai remarqué à un moment, il fournit des réponses, il te demande de choisir et il change. Pour les sources, par exemple, tout à l'heure, au début, je voyais que c'était que Perplexity qui le faisait. Donc, Ouais. tu Et poses une Google question, il aussi, te donne une ouais. vraie source. Maintenant, ils ont commencé à tous Et l'intégrer. ils ont commencé à se... Mais ce que tu viens de dire, le score, pourquoi, selon toi, ils n'arrivent pas à l'intégrer? C'est qu'ils ne veulent pas ou bien je sais pas, ils n'y arrivent pas? Et peut-être que je dirais une bêtise, hein, il faudrait peut-être voir un expert, mais je pense qu'ils pourraient en sortir, en tout cas un indice de confiance, Ouais, ce serait parce que c'est très des utile. probabilités. Ouais, bien sûr. Mais non, mais je pense qu'ils ont peur que cet indice de confiance soit assez faible à chaque fois. Et donc Euh, imagine, tu poses une question et il te répond, ouais, je peux... je suis sûr à Et 20%. sachant qu'aussi, à mon avis, qu'il y a beaucoup de choses dans l'IA, enfin générative, il n'y a pas de vrai ou faux. Tu vois, en soi, c'est pas comme si tu lui posais Hey, quelle est la date de l'indépendance Ouais. Là, il pourrait te donner un truc. Mais en fait, quand tu vas lui faire brainstormer, générer des choses, euh, tu vas C'est lui vrai, dire ouais, tiens, s'il te j'imagine. plaît, fais-moi une image d'un thieboudienne. Est-ce qu'il serait capable de te donner un indice de confiance sur la pertinence de ça? Non, je crois pas. Mais par contre, tu vois, par exemple, sur les images, je pense à ça parce qu'il y a une étude de Google qui est très intéressante, qu'on pensait peut-être un jour essayer ou à développer sur l'Afrique. Mais ils ont testé si les IA qui génèrent des images connaissent la diversité des plats et de l'art dans différentes Dans le cultures. pays. Ils ont pris juste un exemple au Nigeria, mais en fait, effectivement, dans les contextes où ils n'ont pas été nourris avec assez de Entraîné, données, ouais. ils vont soit faire des représentations qui sont totalement fausses, donc typiquement, ils peuvent te faire un thieboudienne qui ne ressemble pas du tout à un thieboudienne. Ou bien, l'autre problème, c'est le manque de diversité. Et quand tu vas lui demander donne-moi les images d'un plat sénégalais, il va 9 fois sur 10 te sortir un thieboudienne. Et en fait, les deux sont un problème parce qu'il te faut de la précision, mais il te faut aussi de la diversité. Okay. Intéressant. Et en parlant d'études, il y a une autre que j'ai vue, je pense que c'était sur le site de Yux même. Ils ont noté un glissement d'usage, ils disent. Donc en 2024, l'IA est servée plus à brainstormer, générer des idées. Ouais, Mais là, en Cargo 2025, Pro, ouais. elle a changé de rôle. Elle est devenue plus un compagnon, un psy. Du coup, est-ce que selon toi, ce switch-là, est-ce qu'il t'inquiète ou bien est-ce que c'est une bonne chose en tant que UX? Ouais, non, c'est toujours pareil. À titre perso, il m'inquiète parce que je rêve pas d'une société où on est tous derrière nos robots et on parle à nos robots, quelle que soit la qualité du robot. Parce que ça reste des robots et c'est dommage, parce que Bien sûr. l'humain est magnifique. Mhm. Donc ça m'inquiète. De deux, je suis conscient qu'il y a des gens aujourd'hui qui, pour rien au monde, et même des proches à moi, n'iront voir un psy. Ou n'iront parler à leur famille de tel ou tel problème. Et je pense que notamment dans des cultures qui préservent un petit peu cette discrétion ou autre, il y a beaucoup cette barrière. Et je ne pense pas que ce soit bien. Je pense que c'est important parfois quand tu as des problèmes d'en parler À des pour se sentir personnes. mieux et comprendre que finalement il y a des mots derrière ça, il y a des mots derrière l'anxiété, la dépression, ce genre de choses. Et donc oui, je pense que pour ça les IA sont très utiles. Ce que j'espère, c'est que ça débloque certaines choses et t'encourage à aller parler à Aller parler à quelqu'un. une vraie personne. Comme d'ailleurs dans l'éducation, je pense que ça va être pareil. J'espère pas qu'on va rester à apprendre entièrement avec des IA, mais qu'on pourra à un moment avoir une IA qui nous dit ouais, là-dessus, je t'encourage à aller parler à ton prof. Et d'ailleurs, j'ai mis ton prof au courant de nos échanges. Et c'est ce que ils bossent là-dessus, les gars de Khan Academy. Là. Je sais pas si tu vois les gars qui avaient fait les vidéos de e-learning. Et en Ça me dit fait, quelque chose de nom. ils ont ou Khan Academy, je sais pas comment on prononce, mais en gros, ils ont lancé maintenant Khan Migo. Et Khan Migo, en fait, c'est bossé, d'ailleurs, ils l'ont développé avec OpenAI. Mais en gros, c'est un OpenAI qui jamais te donne une réponse. Ils vont à chaque fois te reposer une question. Donc, par exemple, tu vas lui demander combien font 2 plus 2. Il va peut-être te reposer une question du genre, ok, mais c'est peut-être 2 fois 1 plus 1. Enfin, tu vois, un truc du genre. Et tu challenges, quoi. Et en fait, en parallèle, il va en plus donner le résumé de tes échanges à ton professeur. Comme ça, ton professeur pourra savoir où est-ce que tu as des lacunes et là où il va devoir passer du temps avec toi. Et ça, je trouve ça intéressant. Et même quand on reparle d'éducation ou santé mentale,
ça, ce sera bien parce que combien de psys ici ont 10 000 patients et n'ont pas le temps de se rappeler des trucs et finalement, tu vas passer ta séance limite à rappeler ce que tu lui as déjà dit la dernière fois et tu n'as pas vraiment de conseils ou de support ou quoi que ce soit. Mais tandis que là, imagine ton psy a un résumé un peu de tes échanges et il travaille avec toi sur les points qui sont importants, difficiles, sur lesquels l'INIA ne peut pas creuser. Là, j'espère que ce sera un peu cette symbiose à laquelle on arriera. Et puis au final, peut-être que juste les gens seront juste fatigués de passer du temps derrière ces trucs et juste passeront plus de temps à se voir. On espère, hein, parce que là, actuellement, c'est très compliqué. Déjà, les smartphones, ils ont ramené une première barrière, on ne se parle plus. Maintenant, grâce ou à cause de l'IA, je pense que ça va empirer. Mais tu sais, alors ça peut être différent, mais je trouve qu'aussi aujourd'hui, certaines IA, et la question, tu vois, d'ailleurs, de l'user experience, et on est dans un métier, nous, qui est assez, je trouve, difficile en termes d'éthique. Pourquoi ? Parce que le user experience designer va prendre des outils de la psychologie, de la sociologie, pour essayer finalement de te faire plus utiliser ton outil. Quand tu parles d'un outil qui est bon pour toi, c'est super, mais au final, le user experience a été fait, regarde par exemple les gars qui ont inventé le scroll infini, c'était des équipes de chez Google, c'était des designers. Et ils n'avaient pas du tout imaginé à l'époque où c'était utile parce que tu avais plus d'informations, que ça serait repris par nos réseaux sociaux et qu'on serait maintenant complètement addicté à ce scroll infini. Et donc en fait, tu vois, une bonne idée d'un terme de design, finalement ensuite peut être repris. Et je pense qu'on a un rôle énorme en tant que chercheur designer d'être un peu les défenseurs des utilisateurs parce que parfois les utilisateurs sont pris au piège de leur propre psychologie. Typiquement, nous, on avait été contactés par des boîtes de paris en ligne pour refaire le design et l'expérience et en gros comment rendre les gens encore plus accros à ce genre de choses. On a dit niet. On a dit niet. Et je dis pas, enfin, il y a des gens qui bossent là-dedans et ça rapporte de l'argent, ça crée des emplois. Mais en tout cas, nous, notre rôle, il serait trop sensible. J'ai pas envie qu'on ait de plus en plus de gens addictés. Et je pense qu'en fait, ça va être notre responsabilité en tant que designer, en tant que sociologue, chercheur, de pouvoir dire à ces boîtes-là, là, attention, le mécanisme que vous mettez en place, il est pas bon. Derrière, tout est question de business model. Je trouve que quand le business model est basé sur la pub, il est forcément basé sur ton attention et combien de temps tu restes dessus. Ce qui est le problème des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, on ne les paye pas. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que la plupart des boîtes de IA vont vers un business model où tu vas payer. Ce que je trouve plus sain. Parce qu'en fait, ils sont moins obligés de monétiser ton attention. Donc, en théorie, ils sont un peu moins obligés de te faire passer du temps dessus. Mais bon, tu pourrais imaginer que le business model change et que tu reçois des petites notifs de ChatGPT. Hey, coucou, comment tu vas ? Hey, parle-moi, pourquoi tu m'oublies ? Et en plus, ils essaieront de te faire jouer sur le fait que non, je ne suis pas un robot, je suis vraiment une personne. Pourquoi tu m'oublies ? Pourquoi tu m'abandonnes ? Et là, ce serait hyper dangereux. Là, ce serait hyper dangereux. Heureusement que ça n'a pas encore commencé. Et ouais, ça va encore commencer. Mais aujourd'hui, je trouve que les incentives, donc qui est finalement le business model, sont plutôt bien faites pour qu'on puisse éviter ça. Mais la question qui va se poser pour nous ici, c'est regarde, les prix sont standardisés. Combien de gens auront les moyens de payer le truc premium à 30 ou 50 $? Pas beaucoup. Et donc, du coup, ceux qui auront le truc gratuit, quel va être le modèle derrière ? Est-ce qu'on va nous mettre de la pub ? Et si on nous met de la pub, du coup, quel va être le mécanisme pour nous coller à ce truc ? C'est fou. Et ça, donc ça, c'est flippant. Et je pense que nous, ça va être notre rôle en tant que designer de mettre la limite tant qu'on peut, en tout cas de faire des études aussi qui montrent les dérives. Intéressant. Et vu qu'on parle tout à l'heure de considérer un peu la machine comme un humain, il y a un comportement psychologique assez intéressant qu'on appelle l'effet ELISA. C'est que les gens, ils ont tendance à changer de comportement vis-à-vis de l'IA dès qu'elle commence à parler, dès qu'elle commence à imiter l'humain. Donc, c'est le fait qu'on lui dise merci, s'il te plaît. Moi, ça m'arrive. Je parle beaucoup. Gemini, c'est mon modèle préféré. Du coup, souvent on parle, il me donne un travail. Je suis content du résultat. Je sens le besoin de lui dire tu as bien bossé, bravo. Du coup, est-ce que c'est un truc qu'il faut encourager pour un peu créer un lien entre guillemets entre l'humain et l'IA, ou bien c'est un truc qu'il faut ou mettre des barrières pour dire que rappeler que c'est un outil purement statistique, quoi. Bon, après, je pense que ces boîtes-là analyseront tout ça et pourront prendre leurs propres décisions. Je pense que les décisions qu'eux prennent sur comment l'outil, lui, utilise ces mots-là sont hyper dangereux. Comment toi, tu les utilises, à la limite, c'est que toi, ta conscience. Et il y avait la question à un moment, c'est du bonjour qui goûtait une bouteille d'eau à chaque fois. Donc même moi, depuis maintenant, je suis là, ok, je lui fais juste un petit hello, ok, parce que je me dis, c'est plus quoi. Mais bon, bref. Mais je lui dis toujours hello, par exemple. C'est bizarre, j'arrive pas à commencer une interaction sans le dire.
Notamment parce qu'effectivement, sur le long terme, imagine, on n'apprend plus à dire bonjour en écrivant. Même quand on s'écrira entre nous, ça se trouve, on parlera comme ChatGPT. Donc, je pense que ça peut être dangereux. ça peut être dangereux de ce point de vue-là. Mais comment eux l'utilisent, à mon avis, il est là la grande crainte. C'est es-tu satisfait, machin, tu vois, tous ces petits trucs qui le font le comporter comme un humain. Mais d'ailleurs, on avait posé une question, et d'ailleurs qui fait souvent débat quand on fait des ateliers, c'est est-ce que tu appelles ton IA par un prénom ? Et en fait, je sais que ChatGPT maintenant te permet de le personnifier et de lui donner un prénom, et pas certains autres modèles. Mais c'est hyper dangereux, parce qu'à partir du moment où tu commences à mettre un nom sur une chose, quelle que soit, et on pourrait faire le parallèle avec un animal de compagnie. Bien sûr. Les gens donnent un nom à leur chat. Mais bon, des gens qui s'en ficheraient, leur appelleraient le chat. Tu vois. Mais en fait, à partir du moment où tu donnes un nom, tout de suite ton rapport change. Et donc, imagine quand tu commences. Et en fait, on avait eu un débat avec une personne et on disait mais tu lui as donné un nom. Ouais, je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé Abdou. Ah mais tiens, c'est un garçon. Ah bah ouais, tiens. Et en fait, la fille n'avait même pas remarqué qu'elle lui avait donné un nom de garçon. Et donc tout de suite, on a créé un débat là-dessus. Bah tiens, mais pourquoi ? Bah oui, c'est. En fait, c'était hyper intéressant que les gens ne font même pas attention au rapport qu'ils ont. Et malheureusement, c'est très trompeur parce que ces machines, tu leur demandes de faire quelque chose, elles vont le faire. Bien sûr. Moi, par exemple, j'ai fait un test très rigolo parce que j'utilise beaucoup moi pour brainstormer, tu vois, pour des nouvelles idées. Et en fait, ce que j'aimais bien dans Gemini, c'est qu'il était tout le temps en mode ouais, super idée. Et puis à un moment, je sais plus où j'ai vu l'insight, mais quelqu'un m'a dit demande-lui de se comporter comme un Français. Et en fait, c'est génial parce qu'à partir du moment où tu demandes d'être comme un Français, il est hyper critique de tout. Aucune de tes idées n'est bonne. Tu sais, vraiment le pessimisme, ou en tout cas l'aspect très critique de voir que les points négatifs. Alors que l'Américain, il est toujours en train de te pousser. Il t'échauffe, quoi. Et en fait, tu es là, tu te demandes, mais du coup, que tout ce que tu m'as dit, là, c'était bon, c'était pas bon. Mais finalement, bon, au final, presque peu importe. Mais... en tout cas, non, ça pose des questions sur la personnification. Un autre exemple que je peux te donner dans un des travaux qu'on faisait avec la Fondation Gates et d'Imagi, le chatbot, on lui avait entraîné pour avoir 4 profils différents. Donc en gros, il était clairement personnifié selon les personnages d'une série télé qui s'appelle C'est la vie, qui est développée par Raes. Donc en gros, il y a une série TV qui marche et il y a des gens qui la regardent et ils connaissent les 4 personnages principaux. Et donc on a entraîné le chatbot à se comporter et à avoir le contenu, ou en tout cas le postulat de ces différents personnages. Par exemple, il y a la sage-femme, le docteur, l'autre ado. Et en fait, les gens ont vraiment adoré. Les gens ont vraiment adoré pouvoir avoir une personne, mais pas juste parce que c'est un nom, mais parce qu'il représente un profil. Et c'est un peu ça qui manque aujourd'hui dans les IA, a priori, de ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très bons généralistes, ils sont très bons à tout, mais du coup, t'es pas tellement rassuré. Alors que dans certains cas, tu as envie de parler à une maman, tu as envie de parler à un pote. Tu vois, et donc, mais avec les dangers que ça représente sur ton addiction, ton excès de confiance aussi. Donc, c'est ça aussi. Surtout, et en parlant de confiance, il y a un autre biais, c'est le biais d'automatisation, on l'appelle, c'est qu'on a tendance à croire tout ce qu'une machine nous donne, donc un système automatique, tout ce qu'il nous donne. Du coup, si je le ramène à Nakala, ou bien dans le domaine de la santé en général, si on a une IA qui nous fait des diagnostics, par exemple, est-ce que ce ne serait pas dangereux dans le sens où le vieillard qui n'est pas trop habitué à faire ça, il croira tout ce que l'IA lui dira, donc pour des diagnostics. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, et encore plus dans nos langues locales, et encore plus quand le problème est complexe. Tu vois, je pense que tu vas lui dire, je me suis coupé le doigt, qu'est-ce que je fais ? Bon, ça va, mets-toi un pansement, désinfecte. Mais dès que ça va toucher, la plupart des maladies sont complexes, la plupart des maladies... que tu aies mal au ventre, au cœur, machin, parfois c'est peut-être lié à ta tête, tu vois, c'est très complexe. Donc oui, il y a un grand danger, c'est pour ça d'ailleurs, même nous, sur Nakala, on décide d'être que sur de la transcription, pas du diagnostic. Le but pour nous, c'est déjà d'aider un docteur ou d'aider les chercheurs dans le domaine de la santé à bien prendre leurs notes. Parce qu'en fait, rien que ça, déjà, de perdre les informations sur un patient, c'est énorme. Donc en fait, c'est la première étape. Mais le diagnostic, je pense, c'est toute une autre étape, et là, il faut que ce soit hyper encadré. Je pense pas que nous, on aura vocation à aller dessus. Ce qu'on peut, nous, essayer de faire, c'est tous les systèmes, encore une fois, d'évaluation. Quelle méthodologie d'évaluation tu peux faire
à différents niveaux. Tu vois, c'est un peu, je pense, surtout dans le domaine de la santé ou dans le domaine, tu devrais pouvoir passer des niveaux comme dans un jeu vidéo. Et tu fais en vase clos au tout départ. Si c'est assez safe, ok. Mais on ouvre et on ouvre une toute petite communauté. Si c'est ok, on passe un niveau. Et c'est un petit peu, finalement, même les études médicales et l'évaluation, quand tu lances un nouveau médicament, c'est un peu pareil. Au début, ils le testent sur des rats de laboratoire. Ensuite, ils le testent sur une toute petite quantité de patients. Ensuite, tu vois, ils évoluent au fur et à mesure. Je pense que c'est ça. Et en fait, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement dans une course que plein de startups ou de grosses boîtes se lancent à développer ces trucs. Et vu qu'ils sentent la pression financière, ils vont très vite et grillent toutes ces étapes où ils ne pensent même pas à les faire. Mais je trouverais ça hyper intéressant d'avoir nos systèmes de financement, notamment même des startups, par exemple, ou des financements de bailleurs, qui sont conditionnés à ces différents niveaux. Qui ont des règles. Tu vois, imagine, tu fais un chatbot dans la santé, tu pourrais peut-être avoir une première bourse de Gates Foundation, UNICEF, j'en sais rien, mais peut-être que j'en sais rien de 10 millions de CFA. Et si tu passes le premier critère d'évaluation, après, tu as droit à un autre truc. Ce serait super intéressant. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être un excellent pitcher et tu vas dire, ouais, moi j'ai l'IA qui révolutionne, et t'es brillantissime, on va te donner tout de suite 20 millions de dollars. Et c'est un peu effrayant, en fait. Ouais, très effrayant. Alors que derrière, tu n'as forcément peut-être pas passé toutes les étapes qu'il faut. Et tu as tellement peur de la compétition que tu vas aller vite, quoi. Donc ouais, non, ça pose des questions. Et je pense que ça pose des questions éthiques énormes. Et tout le monde se croit dans une course. Moi, je pense beaucoup au ralentissement. Et qu'au final, c'est une course pour aller tous dans le mur, ça ne sert à rien. Il faut qu'on ait des choses qui soient pertinentes pour nos contextes, adaptées, safe. Et je pense même, sinon, on va avoir un retour de bâton où le boomerang va nous revenir dans la figure parce qu'en fait, on sera allé très vite. Mais la plupart des gens ne vont pas utiliser ces IA, vont avoir des gros problèmes. Et puis, on a vu, il y a des problèmes de suicide ou de meurtre ou autre, inspirés, d'ailleurs beaucoup poussés par ces IA aux États-Unis. Donc, je pense qu'il faut faire, faire attention, il faut prendre le temps. Il faut chercher vite et se mettre à fond à chercher, mais à développer et à pousser sur le marché, là, je pense qu'il faut prendre son temps. Il faut aller doucement. Malheureusement, il faut le contraire, quoi, les boîtes actuellement. Et on a beaucoup parlé de l'Afrique. Vous avez fait un gros focus sur l'Afrique, nos réalités locales. Et si on voit, nous, on a beaucoup d'usages qui sont assez différents de ce que fait en Occident. Donc, on utilise beaucoup la voix, par exemple, on utilise beaucoup WhatsApp. Et du coup, quels sont les défis que vous avez rencontrés aujourd'hui pour créer un produit IA local? C'est quoi les plus gros défis? Les langues locales, bien sûr, mais dans le sens où elles ne sont pas écrites. Et donc, en fait, pour entraîner... Elles sont plus parlées. Et donc, elles sont plus parlées. Tu n'as pas finalement tant d'heures d'enregistrement que ça dans ces langues locales. Alors, peut-être certains opérateurs dans les langues majeures, mais imagine aujourd'hui, tu vas entraîner un modèle sur une langue très peu enregistrée, qu'il n'y ait pas de vidéo YouTube. Parce qu'en fait, tu vas utiliser les YouTube, les podcasts, les gars vont scraper ça. Donc, je pense que ça, c'est la question. Le deuxième, c'est comment, tu vois, par exemple, nous sur Afristero, quand tu vas créer des datasets pour faire l'évaluation ou l'entraînement, tu vas tout de suite te poser, même si c'est des datasets, notamment pour les LLM, qui vont être basés sur du texte, tu vas rajouter une complexité si tu as besoin de le faire en langue locale, parce que tu ne vas pas pouvoir le faire par texte, donc tu vas devoir enregistrer les gens. Typiquement, nous, nos stéréotypes culturels, on a demandé aux gens d'exprimer les stéréotypes, soit en français, soit en anglais, en fonction de s'ils étaient au Kenya, Nigeria ou... Mais en fait, tu as beaucoup de stéréotypes culturels qui sont exprimés que dans des langues locales. Je pense que tu vois, la façon dont tu vas dire un tel, il y a plein de petites expressions qui vont exister que en Wolof, qui vont exister que en Swahili. Mais le problème, si tu n'écris pas le truc, nous, qu'on va faire notre questionnaire, tu ne vas pas pouvoir l'écrire. Donc, on va devoir développer une autre méthode de collecte qui va être l'enregistrement. Et ensuite, s'assurer que la transcription, elle est bonne, qu'on ait bien compris ce que tu voulais dire. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus long. Donc, même pour créer ces datasets qui vont te servir à évaluer, à entraîner, à s'assurer que ce soit pertinent pour nos contextes, ça va te prendre... Donc, en gros, alors qu'aujourd'hui, tu as besoin des langues quand tu entraînes des modèles de voix, et pour des modèles de LLM, en gros, du reasoning, tu as besoin de texte. Et tu peux le nourrir de texte et ça marche. Mais en fait, nous, on a le problème que même pour nourrir nos LLM, du coup, on a besoin d'enregistrer la voix. Parce qu'on n'a pas le texte dans nos langues locales. Il faut devoir passer par la voix. Donc, donc, c'est le plus gros défi. Donc, je vois que ça revient souvent. En Afrique, le plus gros problème qu'on a, c'est souvent ça. Donc, des données de qualité plus. Et pour aller collecter les données, c'est tout un problème. Ça prend du temps, ça nécessite beaucoup d'argent et c'est super compliqué. C'est ça. Nous, on a beaucoup investi dans une plateforme de data collection qui marche, qui fait des enquêtes. Et ça, aujourd'hui, on l'utilise énormément pour pouvoir
grandir notre capacité à faire des datasets. Donc, parce qu'en fait, la méthode, tu vois, c'est un peu comme quand tu faisais des enquêtes terrain. On a tout un réseau de 400 personnes dans 20 pays d'Afrique qui sont capables d'aller parler aux gens dans les langues locales et de remplir des enquêtes. Mais aujourd'hui, on va pouvoir utiliser ce réseau de personnes pour aller demander aux gens des informations qui nous aident à créer des datasets pertinents. Et bien sûr, ça va toujours prendre du temps, ça va toujours prendre de l'argent, mais au moins, j'ai l'impression qu'on a un peu les rails pour faire ça. Après, c'est juste une question de quel dataset on crée. Une grosse question qui est importante, est-ce qu'on les open source tous? Parce que tu vois, il y a un gros mouvement open source dans l'IA en Afrique depuis 5 ans, mais qui en bénéficie vraiment au final? Tu vois, on est tous là à faire de l'open source, et nous-mêmes, à FreeStero, il est open source, mais en fait, est-ce que c'est pas les gars des grosses boîtes qui vont juste... Donc, il y a cette question, et si c'est pas open source, quel est le pricing? Comment tu le vends? Et donc voilà, nous, tous nos efforts maintenant sur cette partie data collection, data annotation, on va beaucoup réfléchir à ça. Et nous, on va se concentrer pour le faire pour des datasets africains. On a malheureusement ici pas mal de gens qui font du data annotation, et c'est un grand domaine, mais qui sont juste, entre guillemets, des petites mains pas chères pour labelliser ou annoter des datasets occidentaux. Et ça, c'est un peu dommage. Ça veut dire qu'on a plein de gens ici qui entourent des images avec une voiture, une bicyclette pour entraîner les IA de Uber et autres. C'est un peu dommage. Utile. Ouais, j'imagine. On a beaucoup parlé de santé. J'ai l'impression que c'est le domaine qui... Bon, déjà, je veux avoir ton avis dessus. Selon toi, c'est quel domaine qui pourrait aujourd'hui, avec l'IA, changer la vie de plusieurs millions d'Africains rapidement? C'est intéressant. Je pense que ce seraient les mêmes domaines dont on parle depuis 10 ans, 20 ans avec la tech en général. Avec malheureusement, je pense, beaucoup de fantasmes sur ce que ça peut faire. On était là il y a 10 ans, quand on a dit le smartphone, ça allait changer la vie des agriculteurs, ça allait changer la santé. Toujours pas. Au final, toujours pas de ouf, quoi. Et bon, si, quelques SMS, mobile money, ok, ça a bien marché. Mais, donc je pense qu'on a quand même du boulot avec l'IA, même si effectivement, une grande barrière du digital, et nous on le voyait bien en tant que UX designer, c'était l'interface même, et le pouvoir lire et pouvoir comprendre l'interface. Là, si c'est vocal et que c'est bien fait, ouais, ça peut être chouette et ça peut débloquer beaucoup de choses. Beaucoup de cas effectivement, dans l'agriculture, dans la santé. Typiquement, tous les gens qui, à cause d'un problème de connectivité, d'alphabétisation ou d'aisance digitale, n'avaient pas accès à certains services. Donc finalement, beaucoup de gens pourraient bénéficier aujourd'hui du contenu de Wikipédia, de contenu de coaching en agriculture, de conseils en santé. Donc à mon avis, ça peut débloquer plein de choses. Mais la question, c'est lesquels seront assez bien faits pour pouvoir avoir un business model derrière. Et aujourd'hui, très peu de business models sont développés. Bizarrement, et je pense qu'on en parle assez peu dans le monde de la recherche en IA en Afrique, qui est très axé sur éducation, santé, agriculture, et qui est financé par des subventions. Mais là où il y a un business model, c'est juste sur du customer support. Et en gros, aujourd'hui, moi, quand je vais dans des conférences internationales et quand tu vois des boîtes qui vendent des outils IA qui marchent commercialement, c'est des outils de customer support ou de communication. En gros, typiquement, un chatbot qui va répondre au téléphone pour tes clients énervés, juste pour remplacer ton call center où tu avais... Et en soi, c'est bien, c'est très bien, ça réduit plein de jobs, mais tu as vu la taille des call centers qu'on a ici, où il y avait 500, 1000 personnes. Là, rapidement, ça va être aussi des jobs qu'on va perdre. Donc, mais par contre, c'est les use cases en termes de business model. Donc, donc, je pense qu'il va y en avoir d'autres. Je pense que sur la communication, comment tu vas pouvoir pousser des messages intéressants, je pense que les gens de l'Africa Mobile ont une super boîte et ils poussent sur des trucs là-dessus. Ils ont développé des très bons modèles. Et ça, c'est génial parce qu'ils offrent à leurs clients la possibilité justement de communiquer dans les langues locales avec une population qui était difficile à toucher avant. Ou qui recevait un SMS, mais bon, avec tu vois, la qualité d'interaction. Non, je pense que nous, par exemple, dans le domaine de la recherche, on voit qu'il y a un use case. Là, on avait développé une plateforme qui te permet de faire des enquêtes qui s'appelle Luca. Et c'est pour ça qu'on a créé toute cette infrastructure d'enquêteurs terrain. Mais maintenant, sur Luca, on a développé un intervieweur IA. Ce qui va te permettre, avant, tu devais avoir quelqu'un comme Yann ou nos sociologues qui interviewaient une personne, ça coûtait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu vas pouvoir le remplacer par une IA.
ça va pas être, donc, typiquement dans la santé de la reproduction, jamais on utilisera ça parce que tu as besoin de créer une confiance, un truc. Mais sur des questions basiques, si demain j'ai envie de t'interviewer, de poser des questions, quelle app de fintech tu utilises, pourquoi tu n'es pas content, est-ce que tu aimes le Coca-Cola, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les bulles, enfin, tu vois, des questions très basiques. L'IA peut le faire. À la limite, l'IA peut le faire. Et en fait, tu vois, là, on va avoir un business case, on commence à avoir des demandes là-dessus. Donc, tu vois, ça, c'est assez chouette. Et donc, je pense que oui, il faut réussir à trouver des business cases. Mais à mon avis, et ce que je vois aujourd'hui, les boîtes d'IA qui marchent le mieux, il y a assez peu de pure player IA. C'est des gens qui étaient très bons dans un domaine et qui ont utilisé l'IA pour rendre plus accessible. Donc typiquement, nous, on faisait du market research. Maintenant, on a utilisé une IA pour rendre le market research plus accessible. Jacaranda, qui est une des plus grosses boîtes d'IA pour la santé, qui est au Kenya et dans d'autres pays, Jacaranda Health, super produit, tu sais, de conseils en santé. Mais ils le faisaient depuis des années, par SMS, par téléphone. Donc, ils ont toute cette connaissance. Maintenant, ils utilisent juste l'IA pour le rendre plus accessible. Et donc, tu vois, ça, je trouve que ça va être les bons business cases, plutôt que les gars qui se réveillent du jour au lendemain en disant on va faire une nouvelle IA pour tel diagnostic ou tel problème d'agriculture. Ça marche mieux. Et on a beaucoup parlé d'usage très pro, je dirais, très orienté business de l'IA. Mais moi, je trouve qu'on oublie souvent les plus jeunes. Donc, les enfants, ils sont aujourd'hui très tôt exposés à l'IA, donc ils ont accès à ça depuis le jeune âge. Donc, est-ce qu'il faudrait, selon toi, concevoir des interfaces UI, UX adaptées aux plus jeunes, aux enfants? Avec tous les dangers que ça représente en termes d'addiction, en termes d'autres. Moi, très franchement, et d'ailleurs, j'ai un petit de 4 ans, donc je pense que c'est l'âge où il commence à toucher sur un téléphone. Moi, je suis anti-smartphone, anti-réseaux sociaux. Je déteste la logique des réseaux sociaux. Bon, je suis obligé d'être sur LinkedIn, malheureusement, et sur YouTube pour vous regarder, mais c'est tout. Écoutez de la musique, bien sûr. Mais non, mais je trouve qu'avec l'IA, tu as une capacité générative et donc du coup de création d'équipements. On rigole avec mon petit, on demande à l'IA de raconter une histoire. Et donc, en fait, j'apprends à mon fils à être créatif en lui disant mais qu'est-ce que tu veux lui dire dans ton histoire? Et il me dit ouais, il faut qu'il y ait un bateau et un tractopelle et un machin. Et en fait, c'est assez rigolo parce que je pense que ça développe certaines parties créatives. Ça remplacera jamais, je pense, l'interaction que toi tu peux avoir ou autre. Mais en tout cas, je préfère ça plutôt que de cliquer de manière addictive sur un écran. Et donc oui, je pense qu'il y a matière à faire des IA qui, notamment l'interface serait adaptée aux enfants, pour que ce soit plus facile à comprendre. Peut-être effectivement, tu aies des prompts qui soient déjà prédéfinis ou éventuellement des scénarios. Tu vois, te mettre pour un enfant tout de suite dans un scénario, bien sûr qu'il y a un contrôle parental. Ouais, surtout. Je pense que il y a des interfaces à créer qui sont intéressantes. Mais tu vois, la question après des données, la question, tu vois, par exemple, une question dont on n'a pas parlé, mais est-ce que c'est bien pour une IA de se loguer et d'avoir des infos sur ton profil? D'une certaine manière, oui, parce que l'IA te connaît, mais d'une certaine manière, non, parce que tu lui donnes tout. Tu lui donnes accès à des informations sensibles. C'est vrai. Donc je pense que pour les enfants, il y aura ça. Ok. Et c'est quoi ta prédiction? Donc, on a beaucoup parlé d'interfaces classiques, donc soit la voix, soit le texte. Dans 10 ans, selon toi, est-ce qu'il y aura de nouvelles interfaces pour communiquer avec l'IA? Je reviens sur le truc de l'enfant, mais j'étais en train de réfléchir. Peut-être lié à tes prédictions, mais à quel point les enfants vont pouvoir s'entraîner à encore mieux nous manipuler grâce à une IA? Tu vois, ils vont dire comment est-ce que je peux avoir mon papa? Comment je peux aller à l'école? De ne pas aller à l'école, me donner plus de gâteaux. Non, ce serait intéressant, mais et c'est peut-être ça la prédiction, c'est les enfants qui vont reprendre le contrôle. Possible. Non, après ce serait rigolo. Je pense les prédictions, il y en a qui sont très forts à ça. C'est les pionniers de l'IA et finalement aucune n'est vraiment vraie. Mais moi, je pense que c'est plus des souhaits. Tu vois, je pense que si on est bien armé, on peut avoir et qu'on bosse bien et qu'on s'entend et qu'on fait les efforts nécessaires, même s'ils paraissent être une goutte d'eau dans l'océan, parce que c'est vraiment la position qu'on a tous aujourd'hui, j'ai l'impression, en Afrique, et dans tous les pays émergents, et dans tous les pays, à part si t'es Chine ou États-Unis en vrai. Tout le monde a l'impression d'être trop petit. Trop petit. Je pense que si on fait bien notre taf, on aura des IA qui vont être capables de bien comprendre nos réalités, d'encore plus nous aider à les refléter. Et donc, en gros, l'expression culturelle de l'identité sera encore plus forte parce que les IA vont nous aider à brainstormer, à faire ressortir ce qu'il y a, pas seulement de nos traditions, mais ce qu'il y a entre nous et ce qu'il y a de différent. Et ça, je pense que c'est super chouette.
idéalement, elles vont nous aider à mieux dialoguer avec d'autres. Mhm. Et plutôt que d'être mis chacun dans des mondes antagonistes, avec chacun avec soi-disant sa meilleure IA, j'espère que ça va nous aider à mieux comprendre les autres, à être nous-mêmes, à nous poser plus de questions. Tu vois, typiquement, comment des IA pourraient venir en résolution de conflits. Imagine, dès que tu vois sur Slack que tu commences à prendre la tête avec un de tes collègues parce que tu as plein de messages un peu durs, hop, l'IA arrive et petite résolution. Pareil sur WhatsApp. Tu vois, ça, je trouve que ce serait super intéressant et d'avoir des IA qui créent un dialogue et qui nous aident à nous exprimer encore plus en termes de culture, d'identité ou autre. Et surtout que nous, on puisse être plus fort que les IA et d'avoir un monde où on n'est pas globalisé et réduit à des stéréotypes, mais à des choses beaucoup plus profondes où nous, on se réinvente, où avec l'IA, on crée encore plus. Ça, je trouverais que ce serait super chouette. Mais je ne suis pas du tout dans une logique où il faut qu'en Afrique ou au Sénégal, on soit les premiers dans la guerre de l'IA, comme tout le monde est aujourd'hui, tu vois, entre les États-Unis et Chine. Et ce qui est un peu ridicule, tu vois, c'est comme dire être les premiers sur l'Internet. Enfin, tu vois, ils font beaucoup le parallèle avec la bombe atomique. Il faut qu'on soit tous les premiers à développer notre bombe atomique. Bon, nous, forcément, ici, on se dit, bon, ben, nous, on en est où là-dedans? Mais en fait, l'idée n'est pas tellement d'être le premier nulle part. L'important, c'est quels usages on a envie et qu'est-ce qui est important dans nos cultures de préserver. Mais ça, par contre, ça demande une sorte de responsabilité collective. Ça demande que plein de boîtes comme nous fassent des tests, challenge, créent des datasets sur ces notions culturelles ou autres. Et ensuite, ensemble, on se dit, bah, OK, quelles sont ces dimensions qu'on a envie de préserver? Qu'est-ce qui nous manque encore? Est-ce qu'on a oublié d'inclure tel ou tel groupe? Et ça, je trouverais ça cool. Donc ouais, j'espère que ce soit ça. Et après, en termes d'interaction, je pense qu'on aura toujours quelques trucs sur lesquels taper ou voir, parce qu'on aura besoin de voir quelque chose, ce sera sûrement projeté ou autre. Mais oui, j'imagine que tout sera vocal pour beaucoup d'interactions. Je pense qu'on aura toujours quelques boutons, parce qu'il y a certains cas où c'est toujours plus facile de cliquer que de dire. Ouais, c'est vrai. Tu vois, clique sur acheter, c'est toujours plus dur que de cliquer sur acheter. Surtout quand tu es dans un endroit bruyant où il y a plein de... C'est ça. Donc, à mon avis, tu vois, le truc où tu es juste là à parler, en fait, non, ça peut fatiguer. Parfois, c'est juste cool d'avoir à cliquer sur des trucs. C'est vrai. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, dans l'IA, et on n'en parle pas encore assez, c'est comment ça se mélange à d'autres disciplines. Notamment, tu as un bouquin magnifique de Mustapha Suleyman, qui était un des fondateurs de DeepMind, qui maintenant, je crois, est chez Microsoft d'ailleurs. Mais il a fait un livre très alarmant sur l'IA. Bon, après qu'il ait fait ses milliards, il a dit à tout le monde d'arrêter de l'utiliser. Mais bref. Et il a fait un truc pour lui, ce qui est très intéressant, c'est à quel point ça va se mélanger avec les nanotechnologies et la capacité de la génomique, la capacité à créer des nouveaux gènes et la recherche en génomique. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, lui-même, par exemple, te dit aujourd'hui, l'IA consomme énormément d'énergie et il te dit non, mais dans 10 ans, ça, c'est résolu ce problème, c'est vos petits problèmes à vous, humains d'aujourd'hui. Parce que pour lui, on va inventer tellement de nouveaux matériaux avec l'IA qu'on va résoudre beaucoup de nos problèmes d'énergie actuels. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper... c'est intéressant, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on n'a même pas idée de ce qui va être possible, mais pas tellement dans l'IA, dans l'interaction du quotidien, mais l'IA appliquée à d'autres domaines. L'IA appliquée à la chimie, l'IA appliquée au traitement du cancer, et il y a déjà des progrès qui sont énormes dans ça. Ça, je trouve que ça peut être cool. Et bien sûr, il y aura aussi des dérives, des gens qui vont vouloir l'appliquer pour créer facilement des bombes, tu vois, sûrement. Mais ouais. Ça, je trouve qu'il y a un impact, quoi. Ouais, non, je pense qu'il y aura un impact. Au final, tu vois, pour moi, la question est, il y a un train qui passe, il passe très vite, est-ce qu'on veut être dedans? Et moi, c'est ce que je dis à mes collègues, ce qu'on a dit en début d'année, il vaut mieux qu'on soit dedans, essayer de tirer un peu sur le volant, tu vois, de t'accrocher sur le volant que de ne pas être dedans. Que de ne pas être dedans. Et peut-être, tu vas aussi tirer un peu sur le frein à main tant que tu y es, et ouvrir des wagons pour que plus de gens soient dans le train. Enfin, tu vois, c'est un peu ça la logique, quoi. C'est possible. Parce qu'il y a des gens qui comparent un peu l'IA actuelle à ce qui s'est passé avec le .com, donc le boom d'Internet avant. Donc, ils disent que c'est mieux de surfer dessus actuellement que de ne pas être dedans. Donc, ça ira ou ça ira. On verra plus tard. Ça ira. Et en fait aussi, tu vois, pour quelqu'un qui n'est pas forcément dedans aujourd'hui, mais qui apprend, enfin, tu vois, je trouve qu'on n'a pas besoin forcément de faire de l'argent forcément tout de suite dessus, mais il y a besoin de comprendre comment ça marche. Ça fonctionne, parce que ce sera un atout, quoi. Je pense que c'est un peu ce que vous faites. Vos cas d'utilisation, tu vois, comment on utilise l'IA pour le développement et qu'est-ce que ça change dans nos process, tout ça. Chacun à notre échelle, je pense qu'on doit le faire.
Mais en évitant un petit peu la hype, tu vois. Et je trouve que nous, la réflexion qu'on avait, elle était très centrée au départ sur nous-mêmes et notre domaine. Comment les chercheurs en sciences sociales peuvent contribuer à ce domaine-là, au domaine de l'IA. Et je pense que si chaque discipline se pose la question, alors c'est vrai que pour les ingénieurs informaticiens, elle est un peu, enfin, vous êtes déjà au cœur, Ouais. mais pour tous les autres, je trouve que c'est pas, il faut pas tellement critiquer et attendre que l'IA soit prenne notre job, soit nous oublie, mais c'est comment chacun des métiers peut se dire, ok, bah, comment on crée ce dialogue. Donc j'en sais rien, moi si demain j'avais une boîte de comptabilité, peut-être je me dirais, tiens, est-ce que j'embaucherais pas un ou deux machine learning engineers et voir comment ça marche. Ouais, Si j'avais une boîte de juristes, Mhm. peut-être. Si j'avais même un restaurant, enfin, tu vois, je trouve qu'on est plus, on doit être dans l'expérimentation du dialogue pour comprendre comment ça et aussi faire comprendre aux ingénieurs que nous, les ingénieurs machine learning qu'on a embauchés, ils connaissaient rien au sens social, au UX design, au UX research avant, enfin en tout cas pas beaucoup. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, au moins, s'ils vont ailleurs ensuite, ils auront Ouais, ils vont changer de voilà, vision, de quoi. perspective, ils auront certaines choses. Donc, Ouais, c'est super intéressant. chacun doit apporter notre pierre à l'édifice, comme vous le faites très bien vous Ouais, aussi. merci beaucoup, c'est super intéressant. C'est très fascinant. Donc, c'est un sujet, comme j'ai dit au début, que je ne connaissais pas du tout, que je viens de découvrir en même temps que vous. Du coup, Yann, moi, j'ai fini. Je pose une question. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui nous regardent, peut-être? Je pense que c'est un mot d'encouragement, aller challenger ce qui se fait, aller voir au-delà des annonces, aller creuser. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'IA, on est à un niveau, on est encore au niveau de recherche fondamentale, donc il faut se remettre à lire des publications scientifiques et pas juste voir les landing pages des sites et les annonces. Donc je pense que c'est là-dessus, moi, où j'insiste auprès de mon équipe, mais je pense que c'est la communauté tech doit le faire et doit faire cet effort. Et puis, pas partir perdant, tu vois, pardon, mais c'est se dire on a tous notre pierre qu'on peut ajouter à Ouais, cet bien sûr. édifice. Et même, quelle que soit la taille de la pierre, il faut qu'on commence et puis on verra où est-ce que ça nous Ça mène. nous Quoi. mène. En tout cas, mais merci de m'avoir reçu. Merci, C'était merci. très C'était un chouette. plaisir, c'était un honneur. Merci beaucoup. Donc, voilà, on l'a compris. C'était super intéressant. Du coup, on se retrouve pour un autre épisode. Ciao. Microchips and endless streams, circuits hum and bright screens gleam, bytes and bits and sleepless nights, digging deep in data's